sonnait tambours et trompettes à Strasbourg en ce dernier automne du XXe siècle. La France et l'Allemagne donnent naissance à EADS. L'accord n'a pas été facile à conclure. Libéralisme oblige, l'aéronautique allemande, incarnée par Jürgen Schrempp, le patron de Daimler Chrysler, ne voulait pas s'associer avec la France. Pourquoi ? C'est que l'aéronautique française, jusqu'alors, c'était l'État. Il a donc fallu aller chercher un Français du privé, Jean-Luc Lagardère, patron de Matra Hachette, et lui faire des concessions financières afin qu'il accepte de participer à une holding, la Sogéade, où se retrouvent les intérêts français au sein de EADS. Pour ne pas importuner les industriels allemands, je ne veux voir qu'une tête. C'est Jean-Luc Lagardère qui incarnera tous les intérêts français face à l'Allemagne. Les apparences sont sauves. Ambiance bon enfant. Schrempp signe pour Daimler Chrysler et Lagardère pour la France est incompris. Schrempp et Lagardère sont devenus inséparables. Pour la télévision allemande, c'est la victoire d'un grand patron allemand. Cette nouvelle entreprise doit atteindre un chiffre d'affaires de 40 milliards de Deutschmark et employer près de 90 000 personnes. Le patron de Daimler, Jürgen Schrempp, a fièrement signé aujourd'hui à Strasbourg un contrat avec son nouveau partenaire français. C'est une belle victoire dans le poker mondial qui se joue actuellement dans l'industrie aéronautique. Un mariage qui va permettre aux Européens de se situer... Pour la télévision française, c'est le triomphe du gouvernement français. Le Premier ministre qui a parlé d'un outil puissant de la construction d'une Europe forte. Au terme de plusieurs années de discussions, EADS entre en bourse, avec le Français Philippe Camus, un fidèle de Lagardère, nommé président exécutif. Au même moment à Francfort, couronnement du nouveau coprésident de EADS, l'Allemand Rainer Ertricht, un homme de chez Daimler. Ce sera donc une direction bicéphale. La grosse part du gâteau, Airbus, est dans les mains d'un certain Noël Forgeard. Un autre Français s'empare de la division Espace. Les Allemands obtiennent 2 directions. Les Espagnols, avec seulement 5% du capital, se consolent comme ils peuvent. C'est Madrid, ça ? La grande aventure du privé peut commencer. Son nom de projet était l'A3XX. Aujourd'hui, l'avion géant d'Airbus Industrie est devenu une réalité. Il est désormais baptisé A380. Il fallait un mythe fondateur à cette société nouvellement créée, un grand geste qui renoue avec l'histoire des pionniers. La presse accourt, sonnait trompette. L'ancien fabricant de missiles, qui fut au bord de la faillite, est désormais à la tête d'un empire. À sa droite, il a retrouvé Noël Forgeard, le patron d'Airbus, et puis le fidèle Camus. À eux l'honneur d'annoncer la grande nouvelle, ce sera l'A380, le plus gros avion civil du monde, l'arme fatale contre l'industrie américaine. Et pour battre Boeing, on proposera au client roi un palace flottant, un paquebot désert, fait sur mesure, modulable à façon. On a mis vraiment l'équation en face de ce qu'il était possible de faire avec le plus haut niveau de la technologie et ce que souhaitaient les clients. C'est le projet qui a été le mieux étudié probablement de tous les temps. Ce qui fera que la 380 s'impose, ce sont ses qualités, la place à bord, son confort, ses coûts d'exploitation extrêmement bas, et ça, personne ne peut aller contre. Effectivement, ce jour-là, personne ne va contre. Fascination généralisée, un avion européen dans lequel on pourrait jouer au tennis, créer une boîte de nuit, des magasins, des espaces lune de miel avec de grands lits, 7e ciel assuré. Des douches sont même prévues, mais gare au trou d'air, gare aux promesses faites à chaque client, gare à la crise. Pourtant, déjà, les compagnies se l'arrachent. Le bling-bling tutoie les étoiles. Pas une voix alors pour dire que c'est quand même un peu délirant. Qu'importe, la bourse est aux anges. Pour Noël Forgeard, l'A380 marquera à la fois la gloire et la chute. Négociation sur le lieu de cet entretien. Depuis qu'il a été inculpé pour délit d'initié, le bar d'un hôtel 5 étoiles pourrait sembler malvenu, trop ostentatoire.
Le Conservatoire des Arts et Métiers serait pour lui comme un retour aux sources et aux vraies valeurs au centre d'un Paris populaire. Idole du petit monde de l'entreprise, Noël Forgeard est devenu, pour son plus grand malheur, une véritable star du grand public. Tendance, rubrique judiciaire. Il a accepté de s'exprimer. C'est une véritable histoire de la machine-outil là, sur les 2 siècles derniers. Il a promis de dire la vérité, toute la vérité. Mais il valait mieux venir accompagner. Vous serez là? C'était l'endroit prévu? Un conseiller en communication est donc à ses côtés, censé lui éviter lapsus ou aveu qui, par les temps qui courent, pourrait lui coûter cher. Alors, l'A380, c'est vous ou c'est pas vous? Je dois dire qu'au début, moi, j'ai été très méfiant. Évidemment, j'étais hanté par les précédents comme Concorde. Un beau produit technique, c'est pas forcément un marché. Et puis, c'est en 99, je crois, que lors d'un séminaire à Cannes, avec les principales compagnies qui s'intéressaient à la 380 et qui nous aidaient à le définir, j'ai basculé parce que je me suis rendu compte de l'intérêt fantastique qu'il y avait chez les compagnies pour la 3XX. C'était un créneau où Airbus n'était pas. Boeing était seul avec le 747 dernière génération. Et donc, c'est vrai que c'était un créneau qui permettait à Boeing de gagner beaucoup d'argent, puisque pratiquement seul sur ce type de créneau. Donc, le principe du lancement ne souffrait pas de la discussion. Mais le problème était la chaîne d'assemblage. Et il y avait toujours les zizanies entre Français et Allemands sur Hambourg. Est-ce qu'on allait la faire à Hambourg? Est-ce qu'on allait la faire à Toulouse? Est-ce qu'on allait la faire à Saint-Nazaire? Le principal argument pour Toulouse était la proximité, le fait qu'à Toulouse, on avait la plus forte concentration d'ingénieurs de développement, d'ingénieurs de conception dans l'ensemble ADS Airbus. Et donc c'était un argument très fort. Sorte d'alter ego de Louis Gauthier en Allemagne, Sigmar Meusdorf était secrétaire d'État en charge de l'aéronautique. Est-ce que ça va comme ça, ou est-ce qu'il faut que je mette un veston? J'ai souvent été amené à me rendre à Toulouse et j'ai observé avec beaucoup d'attention les réalisations locales. Beaucoup de collègues français, des amis, disaient « Nous avons des surfaces immenses ici. Nous pouvons construire encore beaucoup plus. Et si vous avez des problèmes de surface à Hambourg, venez donc à Toulouse. Il y a de la place. » Ce genre de propos, nous les avons bien sûr vécus comme des plaisanteries, mais aussi comme des provocations. Parce que, vous n'êtes pas sans le savoir, nous associons à Hambourg énormément d'emplois liés à Airbus. Le partage des compétences et les atouts de chacun donnent lieu à de longues tractations franco-allemandes, mais aussi franco-françaises. Saint-Nazaire est un grand port et Toulouse très éloigné de la mer. Pour chacun, c'est une question de survie. Yvonique Dresneau est syndicaliste. Il sera témoin au fil des ans des incessants tiraillements pour parvenir à une répartition acceptable par tous. C'est bon. On a ici donc Saint-Nazaire. On a ici juste à côté de Nantes. On a Toulouse qui se situe ici et Ault qui est donc au nord. Voilà pour les sites français. Il y a 4 sites. Il y a 2 sites en Espagne. Alors les Espagnols m'excuseront, mais ça doit se situer à peu près comme ceci. Il y a Illescas et Porto Real. En Angleterre, il y a Broughton et Filton. Et puis en fait, en Allemagne, il y a 6 sites qui sont très proches les uns des autres. Et donc bien sûr Hambourg, hein, au nord de l'Allemagne. Donc voilà comment sont répartis les sites Airbus. La difficulté en fait entre la France et l'Allemagne, c'est qu'on est sur les mêmes, je dirais, parties d'avions. L'Allemagne et la France sont sur le fuselage. Hein. On a chacun notre partie du fuselage. On a chacun nos chaînes d'assemblage final. Donc on est, je dirais, on a des doublons quelque part. L'Angleterre, elle a la voilure, elle est toute seule sur les voilures, donc elle travaille sans problème à son niveau. L'Espagne, c'est pareil. Le problème, effectivement, il est entre la France et l'Allemagne parce qu'il y a une forme de compétition. Faut savoir qu'il y a quelques années, toutes les chaînes d'assemblage étaient à Toulouse. Hein, et aujourd'hui, bon, il y a un partage du gâteau qui tend à faire du 50-50, une partie des chaînes d'assemblage en France, une partie des chaînes d'assemblage en Hambourg. Donc, c'est pas facile à vivre aussi pour les Français de voir
je dirais, leur spécificité et leur techno s'en aller, quoi. Entre 2001 et 2005, l'industrialisation de l'A380 impose des investissements pharaoniques et une logistique démesurée entre France et Allemagne. Toulouse gagne le site d'assemblage principal, 6 500 ingénieurs sont mobilisés, 11 milliards de dollars investis. La machine s'emballe et c'est un peu vertigineux. À Hambourg, l'extension de la piste sur un domaine où les oiseaux sont protégés provoque la colère des écologistes et le malheur de villageois sommés de déguerpir. Mais qu'importent ces détails, nuisances sonores, pollution, débauche de consommation d'énergie, avec l'A380, c'est l'avenir de l'Europe qui est en jeu. L'enthousiasme domine, c'est la victoire du privé sur la pesanteur des États. Et pourtant, EADS ne tenait peut-être qu'à un fil. En effet, survient l'inattendu. Les réactions se sont succédées toute la journée pour rendre hommage à Jean-Luc Lagardère. Le capitaine d'industrie est mort hier soir à l'hôpital Lariboisière à Paris. Il avait 75 ans. Il a été emporté en quelques jours par une infection foudroyante, une maladie neurologique rare, à la suite d'une opération de la hanche. Variété, presse, sport, mode, littérature, politique, industrie, le Gotha est au rendez-vous. On mesure ce jour-là la place que Jean-Luc Lagardère avait fini par occuper au sommet du pouvoir, au sommet de tous les pouvoirs. Il y a encore du Festival de Cannes dans l'air, odeur de sainteté en plus. Quant aux Lagardère Boys, ils avaient tout prévu, tout maîtrisé, sauf ça. Pour moi, c'était un choc, bien sûr. Et donc, une fois passé le choc initial, très rapidement, moi, j'ai exprimé auprès d'Arnaud ce que je pense qu'il fallait qu'il fasse pour bien s'installer à la place de son père, parce que ça me paraissait être la bonne évolution pour le groupe, pour le groupe Lagardère d'abord, pour EADS aussi. Et puis, les choses se sont mises en place et Arnaud s'est installé à la suite de son père. Le roi est mort, vive le roi. Arnaud Lagardère, 41 ans, prend la place de son père. Les voies du libéralisme sont impénétrables. Le complexe militaro-industriel européen accouche d'un système féodal. La transmission se fait de père en fils. Jean-Luc Lagardère, le fin stratège que tous regrettent, en imposant son fils à sa succession, laisse une situation explosive. C'est l'héritier qui dorénavant va représenter l'État français face aux Allemands, quelles que soient ses compétences dans ce domaine. C'est toute une construction qui s'écroule. Celui qui parlait aux Allemands au nom des Français, c'était Lagardère, Jean-Luc. J'insiste, Jean-Luc. Je dirais que l'implication d'Arnaud Lagardère sur ces sujets n'était certainement pas les implications de Jean-Luc Lagardère, et je parle là par euphémisme, quant à l'intérêt porté à la fois à cette entreprise et aux enjeux industriels et aux enjeux pour notre pays. Arnaud n'est pas Jean-Luc. Sa passion à lui, c'est le sport et les médias. Il envisage déjà de sortir un jour du capital d'EADS, mais dans de bonnes conditions. La succession est problématique. Les Matrassiens sont orphelins. C'est un homme de volonté, c'est un homme qui savait s'entourer, et c'est un homme pour qui tout le monde se serait fait couper la tête. Et Jean-Luc Lagardère avait prévu, enfin il l'avait dit à d'autres, que je prenne les rênes de ADS en 2005. Alors j'avais un avantage, je dois reconnaître, c'est que je parle l'allemand. J'ai appris l'allemand en première langue. Alors, tout ceci devenait très complexe à gérer. Les deux principaux Lagardère Boys ne vont pas tarder à s'entre-déchirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles influences, quels hommes ont influencé Forgeard au point qu'il a eu cette haine, cette volonté de détruire d'abord Camus, mais en fait, quand on commence à détruire le patron d'une boîte, on finit par abîmer la boîte. Mais c'est vrai que j'ai été soumis à tout un tas de pressions, de manœuvres, de ragots, de rumeurs. Enfin, c'était épouvantable. C'était pas digne.
guerre de succession, bon, je ne sais pas, émulation, rivalité, oui, sûrement. Un certain nombre de gens avaient fait courir le bruit que j'avais dénoncé M. Lagardère aux services fiscaux français. Je crois que ça n'a jamais entravé l'estime réciproque qu'on se portait, Philippe Camus et moi. J'étais scandalisé et remué très profondément sur la stupidité, finalement, qui affecte certains de nos compatriotes. De toute façon, Lagardère aurait été là, ça ne se serait jamais produit. Jamais. Je n'ose pas utiliser le terme de cirque parce qu'il serait désobligeant pour Lagardère et pour Matra. Mais effectivement, il y avait de très fortes personnalités avec un grand chef qui jouait le rôle de dompteur au milieu de ces très fortes personnalités. Le dompteur disparu, les lions se sont retrouvés les uns face à face aux autres et ont essayé de s'entre-déchirer. Après 7 ans aux commandes d'Airbus, Noël Forgeard est parvenu à ravir la place de numéro 1 mondial à son grand rival américain Boeing. C'est également lui qui a piloté le projet d'avion géant A380. Ce printemps 2004, le décor s'ouvre sur une myriade de salariés transformés en figurants d'une pièce à grand spectacle. Ce n'est plus le Festival de Cannes, c'est Bénure. On inaugure le hangar toulousain d'assemblage de l'A380 qui portera le nom de Jean-Luc Lagardère. Mais l'héritier est dans la ligne de mire. Il n'arrive pas à imposer son autorité dans une guerre de chefs qui écorne toute l'entreprise. À ses côtés, le nouveau Premier ministre de Jacques Chirac, de droite comme lui, sourire crispé. Si Lagardère fils n'intervient pas, c'est l'État qui le fera. Celui que l'on fête aujourd'hui, c'est lui, là. On ne dit plus Airbus a enfin battu Boeing, on dit Noël Forgeard a terrassé les Américains. Et ça n'a pas de prix. L'État a choisi, ce sera Noël Forgeard. Je dois dire que Noël Forgeard avait une équipe de communication et de lobbyistes de première grandeur qui a créé le sentiment que tout lui était dû, ce qui d'ailleurs, même si ça avait été vrai, ne signifiait pas nécessairement que quelqu'un qui est totalement optimal pour être patron d'Airbus puisse être totalement optimal pour être patron de ADS. Mais en tout cas, c'est ce que le président de la République, Jacques Chirac, a cru à l'époque. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les maires, cher Arnaud Lagardère, chers amis. Arnaud Lagardère tente de faire bonne figure, mais il est cerné par les politiques qui sont bien décidés à imposer à sa place un nouveau schéma de gouvernance. Noël Forgeard ravirait à Camus sa place de coprésident. Et comme il était prévu dans les accords initiaux qu'un jour un seul patron dirigerait EADS, pourquoi ne pas accélérer l'affaire en écartant tout de suite le coprésident allemand? Noël Forgeard, la France, régnerait alors seul à la tête de cette gigantesque entreprise aéronautique civile et militaire européenne. L'État français a essayé d'imposer son choix d'hommes, voire d'organisation, au sein de ADS. Et ceci était extraordinairement mal perçu par la partie allemande, tant par la partie Daimler que même au niveau gouvernemental. Ça a été perçu comme une violation, peut-être pas de la lettre des accords, mais de l'esprit des accords. Et c'est ça l'origine de la crise de ADS. Ça a donné à nos partenaires allemands l'idée que finalement, le vrai plan des Français, c'était de prendre le contrôle de tout et de progressivement les repousser et les éjecter. Les disputes pour, je dirais, détruire un équilibre, l'équilibre franco-allemand, qui est un équilibre formel, afin d'imposer M. Forgeard, a été dévastateur. Parce que du coup, les Allemands ont demandé l'application à la lettre de cet accord qu'on ne pouvait pas déchirer comme s'il était nul et non avenu. Les accords initiaux seront donc appliqués à la lettre, un Allemand pour un Français. Si Forgeard arrive effectivement à prendre la place de Camus à la tête de ADS, les Allemands frappent du poing et ne cèdent pas sur la coprésidence. Ils imposent leur homme, Tom Enders. Ils exigent aussi qu'à la tête d'Airbus, ce soit un Allemand, Gustav Humbert. C'est la première fois depuis sa création dans les années 70 qu'Airbus n'est plus dirigé par un Français. C'est le prix à payer par la France pour la nomination de Forgeard, sauf que, petit détail, Airbus représente les 2/3 des bénéfices de ADS. À Toulouse, les pionniers fulminent. Quand on a nommé Humbert, j'ai entendu dire
Ah, mais parce qu'il était très compétent. Non, il n'était pas très compétent. Il était allemand et les Allemands voulaient la place. Il la voulait déjà depuis 1985. J'en sais quelque chose quand il y a eu toute une saga pour ma nomination en 1985. Hein. Il y avait déjà une tentative d'OPA de l'Allemagne à l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire pas si sûre. Déjà à cette époque, un hélicoptère avait failli mettre le feu aux poudres. Volker von Thein, ancien directeur général d'Airbus Industrie, en sourit encore. Ça a été un problème de trouver un nom qui mette tout le monde d'accord. L'aérospatiale, en son temps, choisissait des noms de félins pour ses hélicoptères, comme Puma. Dans les discussions, des propositions étaient lancées, genre Tigre, Panthère. Mais à la fin, certains ont dit « Non, on ne peut pas faire ça ». C'était le nom que portaient les chars d'assaut allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Un collègue français a proposé « Appelons-le Charlemagne ». Il y a eu une énorme discussion parce que les Allemands considéraient Charlemagne comme un empereur allemand, les Français comme un Français. Les Français ont vu progressivement les directions industrielles, les directions financières, les directions des achats, la présidence passer entre des mains d'Allemands. Oui, c'est la grande angoisse des Français, la peur de la domination allemande. Chez les Allemands, c'est exactement l'inverse. On se sent oppressé par la volonté de pouvoir français. Syndicaliste à Hambourg, Rüdiger Lütgen est le président du comité d'entreprise d'Airbus. Je considère cela comme des bêtises. Ça tient à la mentalité des Français. Lorsqu'à Toulouse, un Airbus survolait l'entreprise, chacun était enthousiaste et s'exclamait « Vive la France !» Mais chez nous, quand un avion passe, on dit « Quel boucan !» Et ça, c'est une attitude allemande que je ne trouve pas très stimulante. Il y a une différence. Elle existe depuis le début. Elle existe encore. L'État français est actionnaire de ADS. Ce n'est pas le cas de l'État allemand, et ça justifie sûrement qu'un gouvernement soit plus offensif que l'autre au sujet de ADS. Noël Forgeard se rend-il compte ce jour-là qu'il est l'un des seuls à s'applaudir? Dans ces jeux de pouvoir, les salariés s'épuisent. Vous savez, dans les triomphes des empereurs romains, pour refaire un peu d'histoire, il y avait toujours un esclave qui suivait l'empereur et qui lui disait « Rappelle-toi que tout ceci est très temporaire et il peut se terminer demain. » Avril 2005, l'A380 est devenu l'affaire de tous. Son premier envol prend des allures de grande fête populaire. Les Américains et leur Boeing ont du mauvais sang à se faire. Hey, il bouge là, regardez, on fait la dérive, il est juste au-dessus, ah, il bouge là. Quand il y a chez Airbus des moments forts, comme par exemple le roll-out ou le premier vol, ou d'autres choses importantes qui sont retransmises chez Airbus, les images sont montrées en direct chez nous, ici, à la cantine, sur des téléviseurs. Dans ces moments-là, l'ambiance est toujours très bonne. Les collègues voient leur avion et chacun regarde chacune des pièces et chacun se dit « J'ai travaillé sur cette partie-là ». À ce moment-là, chaque collègue se sent le constructeur de cet avion-là. Peter Schoenfelder, syndicaliste à l'usine d'Augsburg, en Bavière. En Allemagne, c'est également l'enthousiasme. On fête à Hambourg l'A380 le 8 novembre 2005, mais soit plus de 6 mois après Toulouse. Fallait-il marquer encore symboliquement la suprématie française? Pourtant, Hambourg n'a pas à rougir de ses performances. Le directeur des usines d'Airbus, Gerhard Puttfarken, vient de fêter la 1000e salarié embauché. L'entreprise a accepté qu'il s'exprime, mais tiens donc, sous le contrôle d'un conseiller en communication de ADS, assis un peu à l'écart sur un tabouret de bar et notant tout ce qui se dit.
On a tous fêté la 380. Le roll-out a été une fête du tonnerre. Nous avons eu une journée pour les familles à Hambourg où la 380 a exécuté un survol. C'était un sentiment très exaltant, comme on le vit rarement. Euphorie généralisée, on promet la livraison de 29 avions pour 2007. Passé le premier vol, il faudra entrer dans la phase de mise en série de l'avion qui doit encore subir bon nombre de tests. C'est le projet le plus complexe de l'histoire de l'aéronautique civile depuis Concorde. Son gigantisme, son poids sont hors du commun. On murmure de ci de là que le programme pourrait prendre un peu de retard. Noël Forgeard, qui a été très absorbé par les intrigues de palais, a désormais le regard rivé sur les courbes de la bourse. Il impose de tenir les délais. C'est une question de survie pour l'entreprise et pour lui qui a bâti son pouvoir sur la réussite de la 380. Noël Forgeard a-t-il bien pris la mesure de ce qui se jouait dans les ateliers dès l'assemblage du prototype? Ces images sont filmées à 2 h du matin, quand la partie du fuselage fabriquée en Allemagne est reliée à celle qui est construite en France. Tout le monde est épuisé, il faut tenir les délais. Là, c'est le connecteur, et là, c'est le bout du câble. Il nous manque 1 centimètre. 5 centimètres. Le câble est trop court. Ça, c'est des moments qui me rendent vraiment dingue. Ce petit détail va coûter quelques milliards d'euros à l'entreprise. Quel est le problème? Français et Allemands n'utilisent pas le même logiciel qui permet de concevoir le câblage. Pour tenir les délais et les coûts, la direction n'a pas voulu harmoniser le système informatique. Ce n'est pas grand-chose. Juste un autre problème parmi tant d'autres qu'on doit résoudre. Et je suis sûr qu'on le résoudra. Je suis confiant. Syndicaliste d'Ig Metall et président du comité d'entreprise de l'usine d'Hambourg, l'heure est venue pour Horst Niehaus de s'insurger. Nous avons été confrontés au problème de plusieurs outils informatiques. La direction avait décidé en 2001, chaque partenaire travaille avec son propre logiciel. Ça a été l'erreur capitale. Les Allemands ont travaillé avec un logiciel en 2 dimensions, les Français en 3 dimensions. D'après moi, la direction générale a vraiment commis une erreur décisive. Elle a dû croire que cela n'irait pas assez vite ou que ce serait trop cher. Nous avons discuté de l'intégration des moyens de production allemands et français, mais pressés par le temps, nous avons conclu que nous n'arriverions pas à mettre l'ensemble de notre système informatique sur un même niveau, sous une forme identique. Cela aurait simplement coûté beaucoup de temps et d'argent, et surtout, ça ne convenait pas avec le planning de l'ensemble du programme de la 380. Bon, moi je suis un homme de challenge, je suis un homme de défi, j'aime ça, j'aime me fixer le dos au mur, fixer des objectifs très très ambitieux. Bon, disons-le aussi, on a parlé tout à l'heure de la contrainte financière sur EADS, le temps c'est de l'argent. Et le groupe EADS, au moment du lancement du programme, était content qu'on fixe des objectifs ambitieux pour qu'après la phase de dépenses, la phase de revenus arrive le plus vite possible. Les compagnies aériennes commencent à s'inquiéter. On leur a tant promis. Et les problèmes techniques s'accumulent. La direction de l'entreprise joue la méthode Coué. Il ne faudrait pas alarmer la bourse. J'ai visité en octobre 2005 le 380, pour la première fois, depuis mon départ. Et quand Humbert, qui est un ingénieur, un homme honnête, m'invite en octobre 2005. Par chance, le protocole d'Airbus ne marche pas. Je suis tout seul dans les chaînes, ce qui me ravit. Je rentre dans cet avion et je vois cet avion avec des câblages par terre, partant dans tous les sens. Pas une prise, rien du tout. Ça m'a rappelé le Concorde que j'ai connu donc en 1968. Et où on avait pris un an de retard. Et quand j'ai déjeuné avec Humbert, je lui ai dit,
Gustave, j'espère que tu as pris le parapluie parce que tu as 1 an de retard. Hein. Mais ça, au bout d'une visite d'1 heure, donc ça se voit à l'œil nu, si vous voulez, si on est en retard. Ça se voit, un avion où on n'est pas prêt de mettre le courant, ça se voit. Et quand on met le courant sur un avion, il ne vole que 6 mois après. C'est connu, ce sont des théorèmes de base de l'aéronautique. Et il m'a répondu que ça allait se rattraper, que tout irait bien, et qu'il y aurait peut-être un petit peu. Certaines voix du milieu nous avaient dit « vous êtes trop ambitieux ». À l'époque, on ne les a pas écoutés, parce qu'on pensait avoir les moyens de remplir les objectifs qu'on s'était donnés. Et vous savez, on n'a pas été loin. Hein. Il y a eu un grain de sable quelque part, mais on n'a pas été loin d'y arriver. Bon. Peut-être un petit peu. On annonce qu'on ne pourra livrer que 24 avions en 2007. Ce n'est pas très grave, on fonce. Il y a toujours dans les programmes des retards, il y a toujours en même temps une conviction absolue des ingénieurs et des patrons de programme qui vont rattraper le retard. Et le problème, c'est la capacité du management à tempérer l'optimisme inconsidéré des ingénieurs. Les ingénieurs sont un peu l'inverse des militaires. Les militaires sont toujours trop prudents et disent on ne va pas gagner ce conflit, il nous faut plus de moyens. Les ingénieurs ont toujours tendance à dire cette difficulté, on va la résoudre. Bon, moi j'étais mauvais parce que je me suis trompé. C'était pas 1 an, c'était 2 ans. Et lui, il a été encore pire parce qu'il n'a rien rattrapé du tout et puis voilà. Chaque grand programme a dû se confronter à des difficultés au début. Que ce soit la famille des monocouloirs ou le 340, peu importe, c'est tout à fait normal. On a toujours eu des problèmes importants au début et on les a toujours réglés. Mais il y a eu une période qui, je crois, est révolue et qu'on appelle la green culture. Tout le monde disait « on va y arriver, tout va bien ». Et Noël Forgeard était malheureusement l'un de ceux qui ont fortement encouragé cela. Il ne voulait pas entendre de mauvaises nouvelles. Pourtant, il va bien falloir refaire à la main le câblage des 17 premiers exemplaires de l'A380. 530 km de câbles par appareil. La catastrophe est rendue publique le 13 juin 2006. On annonce qu'on ne pourra pas livrer plus de 9 avions l'année prochaine. Surcoûts et pénalités de retard pour clients ulcérés sont au rendez-vous. Un retard de plus? Cette fois, la bourse n'est pas du tout contente. Ça suffit. Au lendemain de la dégringolade en bourse de ADS, le groupe est officiellement entré dans une crise sans précédent. L'action ce jour-là va chuter de 26%. Perte sèche, 5,5 milliards d'euros. 5,5 milliards d'euros. Auxquels vont devoir s'ajouter des montants terriblement approximatifs. Environ 5 milliards d'euros supplémentaires dus au retard et au recablage. Sans oublier, dit-on, un manque à gagner sur les 5 années à venir d'à peu près 6 milliards d'euros. À la fin, plus personne n'est capable de donner un chiffre exact, voguent les euros par milliard. Elle pouvait s'enflammer, la bourse. Et voilà les vieilles querelles franco-allemandes qui ressurgissent. J'appelle tous ceux qui peuvent nous écouter à ne vraiment pas prendre mal ce que je vais dire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu en 2006 une crise ponctuelle et aiguë sur le site de Hambourg, qui a été certainement mal diagnostiquée localement, et ayant été mal diagnostiquée, mal reportée aux échelons supérieurs d'Airbus, et qui a entraîné la crise que l'on sait. Bon, ça ne vaut pas jugement de valeur, ce que je dis, ça ne vaut pas condamnation, ça c'est un fait. Les faits, rien que les faits. La millième salariée a de quoi s'inquiéter, le chômage, dorénavant, rôde. Et pour le directeur de l'usine d'Hambourg, ça vaut une mise à la retraite anticipée. Le déshonneur s'abat sur les Allemands et la réaction de Noël Forgeard les laisse abasourdis. J'ai quand même été très déçu que cette réaction fût exprimée de cette manière par le sommet de l'entreprise. Il y avait seulement une direction du programme. Les employés qui ont travaillé sur l'A380 étaient sous la direction de ce programme-là. Alors, je ne vois pas comment on peut de nouveau en arriver à des discussions nationales. On montre toujours du doigt l'Allemagne et Hambourg. Je trouve que c'est un peu simple, parce que la direction
les ingénieurs en chef, étaient tous en poste à Toulouse et les problèmes étaient déjà connus. J'aimerais bien savoir qui a déterminé en dernier ressort ces cadences de production. Ce n'étaient certainement pas les ingénieurs ni les techniciens. Je crains que cela vienne plutôt du service des achats et du service financier, en accord avec les compagnies aériennes qui ont dit « Nous voulons cet avion. C'est le vaisseau amiral de toute la flotte. » Je crois qu'on s'est laissé entraîner sur une mauvaise pente. Tous ces nombreux retards de livraison sont certes liés aux problèmes de câblage, mais également aux promesses hallucinantes faites aux clients. Chacun ses décors, chacun ses caprices. Ça ne fait aucun doute que l'A380 est un avion très complexe et que nous avons considérablement sous-estimé cette complexité. Nous n'étions pas suffisamment préparés. En ce qui concerne l'avion de base, sur la certification de l'avion, cela a plus ou moins fonctionné comme prévu. Mais sur ce qu'on appelle le customizing, c'est-à-dire l'adaptation de chaque appareil aux souhaits spécifiques des clients, là, nous avons effectivement fait un atterrissage sur le ventre. Le verdict tombe à la fin de l'année, cinglant comme une gifle. Si au début on avait promis de livrer 29 A380 en 2007, finalement on ne pourra en livrer qu'un seul. Et puis, il y a la cerise sur le gâteau. Le groupe EADS est officiellement entré dans une crise sans précédent. Ses dirigeants sont soupçonnés de délit d'initié. Heureusement pour eux, les principaux dirigeants du groupe ont vendu leurs actions quelques semaines auparavant. Ils seront suspectés de délit d'initié. Forjard, ses enfants et d'autres suspects auraient gagné 20 millions d'euros en revendant leurs actions EADS. Au cœur de la tourmente, Noël Forjard est sorti de son silence. Soupçonné d'avoir vendu des stocks options parce qu'il savait qu'Airbus annoncerait de mauvaises nouvelles, entraînant une chute du prix de l'action, le coprésident de ADS s'est défendu ce matin de tout délit d'initié. Catégoriquement, non. Nous n'étions pas au courant. Ni les actionnaires, ni les dirigeants de ADS n'étaient au courant. Quand j'entends qu'ils n'étaient pas tous au courant, je ne peux que rire. Il y a donc deux possibilités. Soit ils ne l'ont vraiment pas su, ce qui serait très grave, soit certaines personnes mentent. Maintenant, chacun peut juger ce qui est le plus grave des deux. Mais je n'accorde pas ma confiance à quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe dans son entreprise. Ce qui signifie que tout le monde savait, que l'on ne vienne pas me raconter d'histoire. Le patron était informé, mais les salariés n'étaient pas complètement en dehors du coup. On savait très bien que l'A380 allait subir des retards de livraison. Ce n'est pas un scoop. Pour le gendarme de la Bourse, le vrai scoop, c'est que 1172 cadres de l'entreprise ont vendu également leurs actions le mois précédent la dégringolade du titre. Ce n'est plus un délit d'initié, c'est, sauf qui peut, les actionnaires et leurs enfants d'abord. L'enquête se concentrera uniquement sur 17 dirigeants et actionnaires de ADS. Parmi eux, le groupe Lagardère, avec à sa tête l'homme censé représenter les intérêts de l'État français. Certes, Arnault avait annoncé qu'il voulait se retirer de ADS, mais il ne pouvait choisir pire moment pour l'entreprise et meilleur pour lui. Son groupe aura touché une plus-value d'1 milliard d'euros en revendant une partie de ses actions à l'État via la Caisse des dépôts. 1 milliard de plus-value pour lui ou 1 milliard en moins pour l'État? Les députés français demandent à auditionner ce vaillant candidat d'un extravagant qui veut gagner des millions. Oui. Alors on a droit à un joker ici, hein, non? Un seul. Je sais pas, c'est vous qui appréciez. Bon. Alors je veux bien appeler le public, appeler un ami, demander un 50-50. Moi je sais pas, je fais ce que vous voulez. L'héritier joue serré et certains députés se rappellent sans doute à cet instant précis que 8 ans plus tôt, l'État avait déjà fait de beaux cadeaux à son père. Je comprends la détresse de certains salariés, notamment d'Airbus. Je comprends aussi parfois la colère de ces personnes et je tiens à leur dire, devant vous et devant ce lieu hautement symbolique de la démocratie de notre pays, que l'actionnaire Lagardère ne les a pas trahis, que l'entreprise Lagardère n'a pas commis de délit d'initié. En Allemagne, Daimler s'est également séparé de la moitié de ses actions. Bischoff est sur la sellette. Quant à Jürgen Schrempp,
il est le seul au-dessus de tout soupçon. Évidemment, il a démissionné de Daimler un an plus tôt. Il a vendu ses actions à temps. Les petits actionnaires ne savent plus s'il faut rire ou pleurer. De Munich à Saint-Nazaire, de Augsbourg à Méholt, de Hambourg à Toulouse, souffle le grand frisson d'une même indignation résignée. Ce qui déçoit et consterne, c'est l'attitude des deux fondateurs historiques de EADS, Lagardère et Daimler. C'est ça qui m'a choqué, si vous voulez. C'est là où je me suis dit, vraiment, Airbus a changé de monde. On est dans... Parce que on ne pouvait donner qu'un mauvais signe, si vous voulez, au monde boursier, au monde entier. Les deux principaux actionnaires de référence, en même temps, se séparent de la moitié de leur action. Et je ne parle même pas de délit d'initié, je parle simplement d'éthique industrielle dans une aventure qui doit durer des dizaines d'années. Louis Gallois, successeur de Noël Forgeard à la présidence de ADS, affirme que le redressement d'Airbus est sa priorité absolue. Et en effet, c'est sur ce dossier qu'il est d'abord attendu. Ses qualités de dirigeant lui valent l'approbation générale. Ce beau livre d'images se tourne sur une nouvelle page. Plus qu'un seul patron, français, à la tête de l'entreprise, chargé de remettre de l'ordre et de rectifier les erreurs. Excusez-moi, le groupe a traversé des moments difficiles face aux soupçons de délits d'initiés. Vous en êtes où aujourd'hui? Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les résultats de EADS plongent dans le rouge, en partie pénalisés par Airbus. Nous préparons l'avenir avec Power8, le plan de restructuration d'Airbus qui permet à Airbus d'être compétitif. Merci. 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 Je vous emmène par là, on va aller de l'autre côté. Les conseillers en communication sont mobilisés. La bataille des images est loin d'être finie. Les pertes subies par l'entreprise imposent un plan d'assainissement, comme on dit pudiquement quand le temps est venu de faire peser sur les salariés les erreurs de ses dirigeants. Ce sera Power8, une réorganisation complète de l'entreprise. Délocalisation, vente de sites, 10 000 suppressions d'emplois, etc., etc. La pilule est amère pour ceux qui, pendant plusieurs années, ont enchaîné heures supplémentaires et reports de vacances. Avec la création de EADS et d'Airbus en 2000, on nous avait promis la naissance d'une société intégrée, au sein de laquelle tous les partenaires se partageraient équitablement les charges et les responsabilités, travailleraient ensemble avec les mêmes outils et les mêmes processus, pour servir les mêmes objectifs. Et 8 ans plus tard, c'est la désillusion. On entend parler par les autres. Bah ouais, étant donné qu'on n'est pas vendu avec l'usine, bah on n'entend pas parler de tout ça, quoi. C'est vrai qu'avant tu rentrais à Airbus, tu te disais on va faire notre carrière, voilà, ça va bien se dérouler, que maintenant l'avenir est incertain. Pour tout le monde. Ouais. Ça fait peur. Pour notre avenir, ça fait peur. Quand aujourd'hui, on souhaite visiter un A380 comme le ferait un client potentiel, un grand embarras saisit les communicants. Elles sont 1, 2, 3 pour nous guider. C'est vrai que ça, c'est peut-être une prise de vue intéressante. Et sinon, on peut filmer à l'intérieur, mais que sur vous. Gros plan sur moi, ouais. Donc tout d'abord ici l'entrée, et ici une configuration donc, de première classe. C'est la zone de repos des pilotes. C'est la cabine la plus large qui existe. Visite surréaliste, quand l'A380, vidé de ses fontaines à champagne, prend des allures de nature morte à la pomme. Surtout joué profil bas, la flamboyance des grands jours, les grandes messes, l'étalage ostentatoire, tout cela n'est plus de mise, remballés, tambours et trompettes. Mars 2009. 13 A380 ont enfin été livrés et 196 exemplaires sont commandés. Le nombre d'appareils qu'il faut vendre pour rentabiliser les investissements est passé de 270 à 420 appareils. « 17 des 21 membres des comités exécutifs d'Airbus et EADS sont soupçonnés de délit d'initié. Parmi eux, 5 déjà ont été mis en examen, dont Noël Forgeard et Gustav Humbert, ancien président d'Airbus. Il faudra attendre environ 5 ans avant qu'un procès n'ait lieu.
Jürgen Schrempp vit la plupart du temps dans sa ferme, en Afrique du Sud, avec son épouse Lydia Deininger. Philippe Camus vient d'être nommé président d'Alcatel-Lucent. Jean-Louis Corin a été inculpé dans le cadre d'une toute autre affaire franco-française et politico-médiatique. Quant à Arnaud Lagardère, il a été promu chevalier de la Légion d'honneur ce 1er janvier 2009 par Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République française.